Bonjour, nous continuons notre série de cours de biologie animale. Nous allons voir le tissu conjonctif. D'abord, un tissu conjonctif est un tissu qui occupe les espaces entre les organes. On y retrouve des cellules séparées entre elles par la matrice extracellulaire. Sa structure, il va posséder trois principaux constituants, à savoir les cellules, les fibres et la substance fondamentale. Nous commençons par les cellules. Les cellules des tissus conjonctifs sont les cellules fixes mésenchymateuses et les cellules mobiles du système immunitaire. Les cellules fixes, ce sont des cellules donc mésenchymateuses, à savoir des cellules souches, qui se sont différenciées en plusieurs types de cellules. Nous retrouvons d'abord les fibroblastes, aussi appelées cellules de soutien. Elles possèdent un noyau ovale et un cytoplasme riche en réticulum endoplasmique rugueux et des mitochondries. Leur rôle va être d'assurer la cohérence et la souplesse du tissu conjonctif et de sécréter les protéoglycanes et les glycoprotéines. Les adipocytes, cellules du tissu adipeux, elles possèdent une morphologie ronde. Leur rôle va être de stocker les lipides, donc les graisses, sous forme de triglycérides, et de sécréter des hormones comme la leptine, qui est responsable de la régulation de l'appétit. Comme nous pouvons le voir ici, une cellule de type adipocyte, qui possède un réservoir de graisse qui occupe la plus grande partie de son cytoplasme, où donc vont être stockés les lipides. Troisième type de cellules, les chondroblastes. Ce sont des cellules qui deviendront par la suite des chondrocytes. Elles sont présentes dans le cartilage et sont responsables de la synthèse de protéines de la matrice extracellulaire, à savoir le collagène et les glycosaminoglycanes, particulièrement présentes dans le cartilage. Nous pouvons voir ici un cartilage articulaire avec des chondrocytes réunis entre elles et baignant dans une matrice extracellulaire. Nous allons revoir les chondrocytes plus en détail dans le cours des tissus cartilagineux. Quatrième type, les ostéoblastes. Ce sont les cellules responsables de la minéralisation de la matrice des os. La matrice est composée à 90% de collagène dans ce cas-là. Il concentre aussi le calcium et le phosphate qui constituent la partie minérale de l'os. Ce sont donc au niveau des ostéoblastes et des os que va être stocké le calcium et le phosphate présents dans notre organisme. Comme nous pouvons voir ici l'ultrastructure d'une ostéoblaste et d'un ostéocyte, donc nous avons une ostéoblaste qui est reliée par des canalicules et qui va ensuite devenir une ostéocyte enfermée dans un ostéoplaste et baignant dans une matrice extracellulaire, à savoir la matrice osseuse. Bien sûr, comme les chondrocytes, nous allons revenir plus en détail dans le cours des tissus osseux. Puis vient les cellules mobiles. Donc nous avons vu les cellules fixes, à présent les cellules mobiles. Comme nous l'avons dit précédemment, ce sont les cellules du système immunitaire. Nous retrouvons en premier cas les mastocytes. Donc ce sont des cellules appartenant au système immunitaire provenant des cellules hématopoïétiques. Elles possèdent une taille de 20 à 30 micromètres et elles sont présentes le long des vaisseaux sanguins. Leur rôle va être responsable de la réaction inflammatoire par libération de l'histamine et l'héparine au contact d'un antigène. Elles sont responsables des phénomènes allergiques. Ces phénomènes allergiques vont être dus à la libération de l'histamine et de l'héparine. Comme nous pouvons le voir ici, une cellule mastocyte libérant le contenu de ces vésicules, à savoir l'histamine et l'héparine. Le second type, les plasmocytes. Ce sont le stade final de différenciation des lymphocytes B. Leur rôle va être donc d'être responsable de la synthèse des anticorps. Comme nous pouvons voir ici, une cellule plasmocyte. Troisième type, les macrophages. Elles sont issues de la transformation des monocytes. Elles participent à l'immunité innée et sont attirées vers le lieu de l'inflammation par chimiotactisme. Leur rôle va être d'être responsable de la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion des bactéries, des levures, des débris cellulaires de tout type d'antigènes, et c'est pour cela que nous l'appelons immunité innée. Elles sécrètent des cytokines telles que les interleukines et les interférons qui participent à la régulation du système immunitaire. Nous pouvons le voir ici, un macrophage, donc une cellule de type macrophage, et avec deux grands prolongements cytoplasmiques. Et c'est ces prolongements-là qui vont servir à entourer l'antigène, puis de l'ingérer, donc de faire la phagocytose.
Le quatrième type des cellules immunitaires, nous avons les réticulocytes. Ce sont en fait des globules rouges précédant le stade d'érythrocytes, c'est-à-dire les hématies. Donc, les globules rouges, avant d'arriver à leur stade final d'érythrocytes, d'hématies, passent par plusieurs stades. Celui qui le précède, c'est les réticulocytes. Et la différence entre réticulocytes et érythrocytes, c'est que les réticulocytes possèdent encore des ribosomes et des mitochondries. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. Entre une hématie, comme vous le savez, une hématie ne possède aucune organite, ni même de noyau. Mais dans le stade précédent, le stade des hématies, donc au niveau des réticulocytes, nous retrouvons des ribosomes et des mitochondries, et comme nous le voyons ici en bleu, l'ARN ribosomal, qui a été coloré préalablement au bleu de Crésil. Voilà, comme nous pouvons le voir ici, des hématies donc, qui ne possèdent, au microscope, qui ne possèdent aucune organite, et d'autres cellules réticulocytes avec coloré en bleu l'ARN ribosomal. Cinquième type, les cellules géantes d'irritation. Ce sont en fait des cellules issues de la fusion de plusieurs macrophages afin d'ingérer un corps plus grand. Lorsqu'une cellule macrophage se retrouve face à un antigène plus grand qu'elle, et donc elle ne peut pas l'ingérer, ces cellules macrophages vont fusionner entre elles pour devenir une cellule géante. Et cette cellule géante, donc, il y aura la capacité d'ingérer l'antigène, et cette cellule géante va être plurinucléée, bien sûr, car elle va posséder plusieurs noyaux issus de la fusion de plusieurs macrophages. Et ces noyaux-là vont être disposés en fer à cheval, comme nous le voyons sur l'image. Nous avons vu les cellules, maintenant nous allons voir les fibres. Donc, quelles sont les fibres que nous allons retrouver dans le tissu conjonctif? Nous avons d'abord la fibre collagène. Ce sont des protéines dites structurales de type fibrillaire. Les collagènes sont inextensibles et résistent aux tractions. Il en existe 4 types, collagène 1, 2, 3 et 4. Elles ont pour fonction principale de conférer au tissu une résistance mécanique à l'étirement. Et c'est pour cela qu'elles résistent aux tractions. Second type, l'élastine. Donc ce sont des protéines aussi structurales de type fibreuse. Elles sont synthétisées par les fibroblastes, principalement durant la période de croissance. Elles ont pour fonction de fournir l'élasticité. Donc élastine, élasticité au tissu. Exemple, la peau qui retrouve sa forme après l'étirement. Lorsque nous allons étirer la peau, elle va retrouver sa forme et ceci est dû à l'élastine. Troisième type, les réticulines. Elles possèdent une fonction de soutien tout comme le collagène. Les fibres de réticuline sont des précurseurs des fibres de collagène. Donc ce sont elles qui vont être responsables de la synthèse de collagène. Au-delà des différences de forme, elles ont la même fonction dans le tissu conjonctif. La réticuline est une variante des fibres de collagène de type 3 qui constitue les fibres de réticuline et présente dans la même striation caractéristique. Enfin, nous avons vu les fibres, donc troisième partie, les substances fondamentales. La substance fondamentale est un gel aqueux constitué d'un ensemble de protéines et comprenant 3 types de macromolécules, formés à partir de pectines et de glucides. Ces 3 protéines qui forment la substance fondamentale, ces 3 macromolécules, sont les protéoglycanes, les glycosaminoglycanes et les glycoprotéines. Ces substances sont sécrétées principalement par les fibroblastes et les macrophages. Leur rôle va être l'échange de nutriments entre le plasma sanguin et les cellules, la circulation des substances de signalisation cellulaire, à savoir les hormones, les neurotransmetteurs, les cytokines et les facteurs de croissance, la circulation des cellules immunitaires et la protection contre les chocs et les compactions que pourraient subir les organes. Donc, les fibres plus la substance fondamentale, c'est ce qui va constituer ce que nous appelons la matrice extracellulaire, MEC. Donc nous avons dans le tissu conjonctif et même dans tous les tissus, des cellules, les fibres et les substances fondamentales. Et fibres plus substances fondamentales, c'est ce que nous appelons matrice extracellulaire. Voilà, nous avons fini avec la première partie des tissus conjonctifs. Nous avons donc défini ce qu'était un tissu conjonctif et nous avons vu de quoi il était composé. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons voir quels sont les différents types de tissus conjonctifs. À la prochaine!